À la seconde, nous parlons de la tournée africaine de la vice-présidente américaine du côté en Afrique, bien sûr tournée africaine, 3 pays, la Zambie, la Tanzanie, mais également le Ghana. Et concernant justement sa visite au Ghana, les États-Unis ont promis de fournir 139 millions de dollars d'aide bilatérale en 2024, notamment dans le secteur des États de la santé. Et à cet effet, le président ghanéen a souligné, je cite, a déclaré autant pour moi qu'il continuera de collaborer avec les États-Unis d'Amérique à tous les niveaux. De prime abord, docteur Ian Timba, cette actualité, vous l'avez si bien suivi. Quels enjeux même géopolitiques de cette tournée africaine qui, pour d'aucuns, est considérée comme un aveu de faiblesse, pour d'autres, rien de méchant dans cette tournée africaine. Certains géostratèges parlent d'une tournée vide de sens, juste pour essayer de recoller les morceaux. 2 choses ou 3. Commençons, allons-y pas à pas, parce que j'avoue que je ne comprends pas très bien ce que Mme Harris vient faire en Afrique. Par contre, si nous essayons de suivre les justifications du département d'État lui-même, ça déroule un fil qui nous permet de saisir 2 ou 3 choses. Alors, il parle de la nouvelle stratégie africaine des États-Unis. La précédente s'est achevée. Je ne sais pas, quand vous dites nouvelle stratégie, ça veut dire qu'il y en avait une qui était là. Elle s'est achevée déjà. C'est quoi le bilan? Et celle qui était là avant, si vous avez une nouvelle stratégie, ça veut dire qu'il y avait une stratégie qui était là, qui aurait probablement échoué, donc vous élaborez quelque chose de nouveau, ou alors qui a réussi, et puis il y a un prolongement. Donc vous avez quelque chose qui est la suite logique de ce qui a réussi. Mais quel est le bilan de cette stratégie? Je pense que il y a quelque chose que les Africains ne comprennent pas dans cette affaire et qui se disent mais qu'est-ce que les Américains veulent à la fin? Et puis il y a cette affaire assez curieuse au cœur où les gens du matin au soir, les Américains disent que Mme Harris, c'est parce que Washington pousse pour rétablir des liens avec les pays africains face à l'influence russe et chinoise. Vous voyez, c'est cette condescendance-là que les Africains ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que les gens restent à Washington et un peu partout aux États-Unis, dans les think tanks, les universités, les ministères, les partis politiques, les institutions américaines, et ils estiment que les Africains sont tellement idiots qu'ils n'ont aucune capacité d'initiative historique. Et que tout ce qui se passe sur leur continent, c'est les Russes et les Chinois. En fait, c'est des espèces de singes. Quand vous arrivez et que vous tirez un coup de feu en l'air, ah oui, ils se baladent dans tous les arbres là, tout ça là, vous voyez. En fait, ils n'ont rien. Ces types, ils savaient rien. Ils étaient certainement couchés là sur les branches des arbres et ils faisaient rien du tout. C'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce qui arrive aux Américains? Donc, mais tous les Occidentaux sont comme ça. Quand vous leur dites, vous ne comprenez rien à l'Afrique, ils vont vous dire, ouais, mais nous avons fait 200 ans d'études ethnologiques sur l'Afrique. On leur dit, mais vous ne comprenez pas l'Afrique? Non, nous sommes... Si je vous dis que vous ne me comprenez pas, sur la base de ce que vous racontez sur moi, sur la base de ce que vous me dites que je suis, sur la base de votre comportement envers moi, je vous dis que vous ne me comprenez pas, vous décidez quand même que vous me comprenez. Non, les Occidentaux ne comprennent pas les Africains. Et le problème auquel ils sont confrontés, c'est qu'ils ne se rendent pas compte du nouveau monde qui est en train de se créer. Ils ont longtemps parlé du New World Order. Mais le New World Order, il est là. Sauf que finalement, ils ne le voient pas. Un peu comme les Juifs, bon, pour ceux qui sont chrétiens, ils m'excuseront de prendre cet exemple. Un peu comme ceux qui sont, les Juifs, ils disent on attend le Messie. Quand il est là, ils ne le voient pas. Ils attendent quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, les Occidentaux, tous les ne comprennent pas l'Afrique. En fait, le nouveau monde qui se construit en Afrique, c'est l'expression de la reprise de l'initiative historique en Afrique par les Africains. Ils reprennent l'initiative historique par les Africains et eux-mêmes. Et la grande différence, c'est que les Russes et les Chinois, ils le comprennent.
Les Russes et les Chinois comprennent qu'ils n'ont pas à venir en Afrique parce que les Occidentaux ou les Américains y seraient, mais parce que qu'à bouge là-bas, il y a quelque chose, il y a une dynamique, une lame de fond historique qui est provoquée et qu'ils disent. Et c'est une contradiction extraordinaire parce que les Américains ne peuvent pas à la fois sanctionner par exemple Afrique Média ou disons faire des rapports sur Afrique Média et les panafricanistes et en même temps dire que c'est les Chinois et les Russes qui sont à l'initiative de ce qui se passe en Afrique. Mais c'est les panafricanistes qui font bouger l'Afrique depuis 10 ans, 15 ans. C'est eux qui ont créé cette lame de fond grâce à laquelle aujourd'hui toute l'Afrique bouge. Éviter l'Afrique francophone parce que le panafricanisme tribunicien actuel, il est de cette Afrique-là. Mais il reste que cet panafricanisme réjaillit sur toute la totalité de l'Afrique. Bon, que ce soit parti de la région la plus pauvre d'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique centrale, est symptomatique de ce que c'est le principe d'Archimède qui est en jeu. C'est-à-dire que vous avez atteint le fond et puis hop, la poussée d'Archimède, donc vous remontez. Et là, l'Afrique est en train de remonter. Et je crois que les Occidentaux, ils sont englués dans leur connaissance et dans leur vision de l'Afrique du XXe siècle, qui était une Afrique colonisée, une Afrique dominée. Je vais être gentil, je vais dire 18e, 20e. Mais bon, au fond, quelle différence? C'est la même Afrique dominée qui compte. Alors, Mme Harris vient et vous dit, on va renforcer les liens diplomatiques de Washington avec le continent. Mais moi, ce qui est embarrassant, c'est que les Américains ne se rendent pas compte qu'ils ont un atout. Vous voyez, dans le jeu de cartes, un atout, ça veut dire que vous avez une carte qui va vous faire gagner le jeu, contre laquelle votre adversaire ne peut rien. Ils ont cet atout, mais ils l'utilisent maladroitement. Mme Harris, derrière Mme Harris, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, vous avez une partie du monde noir. Le problème, c'est que les États-Unis ne savent pas utiliser cet atout-là, que les Russes n'ont pas, que les Chinois n'ont pas. Or, eux, ils ont cet atout et ils ne l'utilisent pas. Ils sont là à se dire l'Afrique, c'est uniquement un espace où ils vont venir jouer contre les... Et d'ailleurs, ils disent non, il faut protéger les Africains de ces jeux diplomatiques entre eux, les Américains, et d'une part, d'un côté, les Russes et les Chinois de l'autre. Mais non, pas du tout. Vous avez un atout qui peut créer un lien avec le panafricanisme et le reste du monde noir, mais vous ne l'utilisez pas. Et vous êtes là à vouloir renforcer des liens qui, au fond, pour les Africains, n'existent pas encore. Parce qu'en réalité, quand les Africains regardent, tout ce qu'ils voient, ce sont des liens qui leur ont été imposés par la configuration du monde en 1945. Par les Américains, justement, aux sorties de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que les Américains sont déjà revenus négocier quelque chose avec les Africains? Pas du tout. On est là dans quelque chose qui existe, une espèce de situation de fait où en réalité les États-Unis disent être en relation avec nous mais n'ont jamais vraiment négocié quelque chose sur le plan diplomatique avec nous. Et il y a quelque chose sur quoi il faut s'arrêter. Il y a 15 ans à peu près, le président Barack Obama est arrivé ici. C'était une sorte d'épouvantail qu'on a essayé d'agiter, que l'Amérique profonde, qui est white anglo-saxon protestante, a essayé d'agiter à la figure de l'Afrique, et c'est exactement la même chose qu'ils sont en train de faire avec Mme Harris. Pour nous, nous avons pitié de notre sœur, parce qu'au fond, ça n'apportera rien. Vous ne pouvez pas venir dans un pays africain, vous dites que vous allez donner une aide de 139 millions de dollars. 139 millions de dollars, c'est quoi? Les Chinois parlent de 100 milliards de dollars en 5 ans. Vous venez parler de 100 millions de dollars. C'est un peu comme si vous allez tous les deux chercher une fille, et il y a un gars qui dit que lui met, et la fille dit celui qui met le plus d'argent, c'est lui qui est intéressant. Un gars met 1 million, vous commencez à dire que vous achetez le bonbon. Parce que vous jouez dans la même division. Je n'ai pas au même niveau. Donc, le président Barack Obama était arrivé, il a dit oui, mais l'Afrique, il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Les États-Unis auraient été créés par des institutions fortes ou par des hommes forts. Quand on s'adresse à l'Afrique, c'est-à-dire qu'on est dans une telle condescendance qu'on oublie même les choses simples. La logique banale. Les gens l'oublient. On crée un pays, c'est les institutions qui créent un pays ou c'est un pays qui crée les institutions? Et vous croyez, citez-moi dans l'histoire, un seul pays dans lequel ce sont des hommes faibles qui ont créé des institutions. Or, la question aurait pu se poser autrement. Des hommes forts dont on a besoin en Afrique, ce n'est pas les dictateurs, ce n'est pas les tyrans. On a besoin de gens qui
sont capables de projeter de la puissance et de construire de la puissance sur le continent. Donc c'est de ça dont il est besoin. Après, ils vont vous dire l'Afrique est devenue un enjeu géopolitique. L'Afrique n'est pas un enjeu géopolitique. Aucun Africain ne peut accepter qu'on traite l'Afrique comme ça. L'Afrique n'est plus un enjeu géopolitique. L'Afrique est un acteur géopolitique. Vous ne pouvez pas à la fois vous plaindre des panafricanistes et de l'action d'une chaîne de télévision comme Afrique Média et en même temps commencer à dire que c'est un simple enjeu géopolitique. Non, ça veut dire que c'est des acteurs géopolitiques. Et ces acteurs géopolitiques-là, qui sont les panafricanistes que vous reconnaissez, et vous voyez tout l'embarras avec Madame Harris, pour Madame Harris là-dedans. Les panafricanistes, qui sont ses frères, sont reconnus par le département d'État, mais d'un point de vue conflictuel et belliqueux. Et de l'autre côté, elle doit quand même venir parler à ces gens-là, pour leur dire que les États-Unis sont là pour créer de nouveaux liens. Moi, je ne comprends pas exactement ce qui se fait. Sauf que tout ce que les Africains voient, c'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie que les Américains envoient et qui va se retrouver là. Et on pense que comme nous, c'est notre sœur, on va dire oui, sœurette, bon, on va voir ce qu'on va faire. Non, pas du tout. Et là, quelque chose agace particulièrement les Africains, c'est que les Américains eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont en train de former Madame Harris pour soit le prochain ticket Harris-Biden lors de la prochaine présidentielle, soit qu'elle pourrait remplacer Joe Biden. Donc il faut la former sur le plan de la politique internationale. Donc c'est un enjeu total, purement intérieur, de politique intérieure des États-Unis qui envoie cette dame en Afrique. Ça veut dire que nous sommes simplement, à leurs yeux, nous sommes juste un pion. À la fois pour leur politique intérieure, mais également pour leur politique internationale. Est-ce que c'est des choses sérieuses que nous devrions aborder de cette façon-là? Lorsque vous avez une autre chose qui se projette à l'horizon, les Américains vont dire, ouais, mais ils vont aborder la crise climatique, l'amélioration de la sécurité alimentaire, la hausse des investissements sur le continent. Passons sur tout ce qui est crise climatique, parce que ça va être un long débat totalement inutile. Les Américains et nous, on ne se comprendra jamais. Alors, l'amélioration de la sécurité alimentaire. Donc, nous allons devoir acheter quoi? Uncle Ben's? Ou encore un peu plus de blé américain? C'est ça, la sécurité alimentaire pour l'Afrique? Puisque c'est la bagarre actuellement. Comme il n'y a plus de blé ukrainien, il faut que les autres puissent nous refourguer leur blé. Donc, c'est ça la sécurité alimentaire pour l'Afrique. Ce n'est pas le mil, le sorgho, le taro, le macabo. C'est pas ça. C'est de parler de sécurité alimentaire avec les États-Unis. Citez-moi un seul pays sérieux dans le monde qui parle de sa sécurité alimentaire avec un autre pays. Lequel? Les seuls moments où un pays parle de la sécurité alimentaire de son peuple, c'est quand vous êtes dans l'Union européenne et qu'ils font leur bagarre. Ou c'est quand vous êtes au niveau de l'OMC pour que les gens exportent leur surplus. C'est tout. Mais quand il s'agit d'assurer la sécurité alimentaire, c'est un débat interne. Il n'y en a jamais un débat international. Donc, je ne comprends pas très bien comment les États-Unis peuvent s'imaginer que les Africains ont à tenir un tel débat avec eux. Ce débat n'a pas lieu d'être entre les Africains et les États-Unis. Donc, la puissance, et il y a quelque chose d'assez curieux que nous devrions voir. On parle des hausses des investissements américains. Vous vous souvenez qu'il y a très longtemps, Barack Obama était encore au pouvoir. Les Américains ont promis 7 milliards de dollars pour développer l'énergie, l'électricité, la production d'électricité en Afrique. Vous avez vu le premier dollar? Est-ce que vous avez vu le premier dollar? Vous avez quelques entreprises privées américaines qui essaient de venir ici, mais dans la plupart des pays, quand vous regardez quand les Américains s'installent, on dirait qu'ils installent seulement des prisons. Quand vous travaillez la plupart du temps dans une entreprise américaine, on dirait que c'est une prison. C'est fermé. Vous ne comprenez pas très bien ce mode de vie. Les Africains ont du mal à accéder à ce mode de vie. Où les ambassades américaines, c'est totalement fermé, c'est tellement sécurisé que les gens se demandent, c'est de la science-fiction. Vous avez des entreprises américaines observées dans nos villes. Toutes les là où il y a, enfin là où il y en a, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Là, les entreprises américaines, la sécurité est telle, c'est comme si vous entrez dans... Nous, en Afrique, les seuls endroits où on voit une telle sécurité, c'est quand on entre en prison. Donc, on ne comprend pas les Américains, on est perdus. On est tellement perdus que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est les Américains veulent avoir des liens avec nous. Est-ce qu'ils ont réglé les problèmes avec Haïti? Mais les panafricanistes, eux, ils ne peuvent pas faire comme s'ils ne voient pas. Est-ce qu'ils ont réglé la question de la communauté noire aux États-Unis? Parce que quand vous venez quand même parler
aux Africains, il faut leur envoyer, là on a dit, ouais, Madame Harris va envoyer des preuves de sincérité, mais l'Afrique n'a pas besoin de preuves de sincérité. Ce dont on a besoin, c'est de s'assurer que les Américains puissent vraiment comprendre la dynamique de fond révolutionnaire, la dynamique révolutionnaire qu'il y a aujourd'hui en Afrique et qui vise principalement deux choses, la puissance et la prospérité. Est-ce que l'Amérique est prête à avoir une Afrique puissante et prospère? Parce qu'avoir une Afrique puissante et prospère veut dire donner les moyens de la puissance et de la prospérité à 20% des Américains qui sont noirs. Les États-Unis sont-elles prêtes à ça? Sont-ils prêts à ça? Est-ce que les États-Unis sont prêts à ça? Que demain, il y a... Parce que, qu'est-ce qui fragilise la diaspora noire aux États-Unis, la diaspora africaine-américaine qui se trouve aux États-Unis? C'est simplement la faiblesse de l'Afrique. Si l'Afrique est puissante aujourd'hui, elle peut demander des comptes lorsque survient un problème comme Trayvon Martin ou quand survient un problème comme celui de George Floyd. Je peux vous assurer que si l'Afrique avait la puissance qu'elle avait, il n'y aurait pas ce genre de choses. Donc, je ne sais pas si les États-Unis sont prêts à accepter ce genre de choses. Et puis, avant-dernière chose, lorsque les États-Unis viennent dire qu'ils veulent améliorer leurs investissements ici, la sécurité alimentaire, des choses, la crise climatique, l'Afrique en 2021 a exporté 33 milliards de tonnes de matières premières. 1 kilo à $1, ça nous a fait 33 000 milliards de dollars. L'argent est passé où? Vous voyez que l'Afrique n'a pas besoin des investissements des États-Unis. L'Afrique a besoin d'un monde juste dans lequel on paye normalement ses matières premières. Les États-Unis qui veulent avoir des liens particuliers avec nous, est-ce qu'ils ont arrangé la sous-traitance de la France sur 15 pays que la France torture, pille, terrorise, au point qu'on en arrive à ce que certains pays aujourd'hui suspendent les médias français? Les États-Unis ont réglé ce problème-là. Bon, alors, pour finir, je vais quand même dire 2 ou 3 choses. Les Américains disent dans leur dossier de presse que le gouvernement de Biden est conscient de l'importance stratégique des pays africains concernant les enjeux mondiaux. Vous voyez que systématiquement dans leur discours, nous sommes un sujet, nous sommes un objet, pas un sujet. Dans leur discours, nous sommes en fait un espace de jeu pour eux, mais jamais un acteur. Donc, il dit nous avons une importance stratégique mondiale. Oui, le pétrole a une importance stratégique mondiale. Le coltan a une importance stratégique mondiale. L'uranium a une importance stratégique mondiale. L'Afrique a une importance stratégique mondiale. Mais personne ne dira que les États-Unis ont une importance stratégique mondiale. Ils vont dire que les États-Unis sont un acteur stratégique mondial. Vous voyez comment, en fait, tout le discours américain est un discours qui rabaisse l'Afrique. Tout le discours américain rabaisse l'Afrique systématiquement. Et nous devons nous poser la question de savoir, un pays qui rabaisse autant l'Afrique, est-il vraiment un pays qui comprend l'Afrique? Est-ce vraiment un pays qui est prêt à avoir de vraies relations avec l'Afrique? Mais je vous dis la question de fond. Une Afrique puissante et prospère au niveau mondial, reconnu par ces mêmes États-Unis comme un acteur mondial, un acteur stratégique mondial. Une Afrique qui deviendrait demain le premier marché mondial, parce qu'en 2050, un terrien sur 4 sera africain. Une Afrique qui serait de nature à avoir un marché national africain, qui aurait sa monnaie unique africaine, qui aurait sa monnaie nationale africaine, qui se ferait payer ses matières premières, c'est-à-dire 33% des matières premières exportées dans le monde, dans sa propre monnaie. Les États-Unis sont prêts à vivre avec cette Afrique-là? Est-ce que les États-Unis sont prêts? Est-ce que les États-Unis sont prêts à s'assurer que lorsqu'un Africain américain tousse aux États-Unis, les Africains regardent et demandent des comptes en donnant un délai de 24 à 48 heures pour une réponse au département d'État? Je crois que Mme Kamala Harris est là pour maintenir la division de l'Afrique. Elle n'est pas là pour tout ce qu'on nous a annoncé. Il y aura le seul impact géopolitique que les États-Unis attendent, c'est le statu quo. C'est-à-dire maintenir une Afrique fragilisée, complètement éclatée, qui reste dans le jouet dans le cadre des jeux géostratégiques des États-Unis, et où les États-Unis ne voient que les grandes puissances. Sauf que aujourd'hui,
ce qui se passe en Afrique et que les États-Unis ne comprennent pas. C'est la reprise de l'initiative historique par les Africains. Monsieur Jonathan Batengene, quels enjeux géopolitiques de cette tournée africaine? Une tournée africaine de la vice-présidente américaine qui intervient après la tournée également de Anthony Blinken, mais également après le sommet États-Unis-Afrique. C'est bien d'avoir situé le contexte. Les États-Unis, tout à l'heure, le docteur Yama cité d'abord leur logiciel de réflexion. Ils disent jamais qu'ils viennent en Afrique pour développer leurs relations ou bien pour chercher des marchés. Au fond, ils viennent gagner des marchés. Comme ils sont d'abord malhonnêtes, c'est l'empire du mensonge, et qu'ils vivent sur du mensonge, ils transforment la relation. Ils disent que non, ils viennent en Afrique pour aider, pour accompagner. Un gros mensonge. Je vais emprunter une image au président Banakani qu'il a très bien résumé dans une émission sur une chaîne concurrente. Il dit ceci. En fait, la démocratie selon les États-Unis, ça va nous permettre un peu de voir les États-Unis dans sa dimension. La démocratie selon les États-Unis, c'est simplement s'assurer que le contremaître qui est placé au-dessus de la plantation s'assure de la conformité de la productivité des champs sur le modèle de l'esclavage, qui est le néocolonialisme. Et au sommet, vous avez les maîtres, qui sont les États-Unis, qui peuvent donc venir de temps en temps rendre visite à un contremaître. Quand vous prenez cet exemple, vous comprenez très bien le sens de la visite de Mme Harris à, quand même, il faut citer le pays, le Ghana. Parce qu'elle a des pays cibles où elle va. Vous regardez, c'est les pays qui sont les valets des États-Unis. Là-bas, ils se sentent à l'aise. Ça renvoie à la géopolitique. Vous avez parlé des enjeux géopolitiques. D'abord, la géopolitique, telle que perçue par les États-Unis, avec l'exemple du maître et de ses plantations. Maintenant, je vais reprendre avec des thèmes géopolitiques qu'eux-mêmes ont développés. Leur grand géopoliticien, Brzezinski, il intitule son œuvre, pour les Africains, écoute bien, son œuvre c'est le grand échiquier. C'est quoi un échiquier? Tout à l'heure, le docteur Yam se fâchait de ce que non, il nous considère comme les jeux. C'est un jeu. Et dans l'échiquier, qu'est-ce qu'on a? Des pions qu'on avance. Donc en fait, pour les États-Unis, la scène mondiale, c'est un jeu où ils avancent des pions, où ils sont confrontés à des protagonistes majeurs. Je n'ai pas dit à des adversaires forcément, à des protagonistes majeurs. Et ces protagonistes majeurs sont les joueurs en face. C'est ceux qu'on appelle les grandes puissances. C'est-à-dire la Russie, la Chine. Ils considèrent que pour le reste des pays du monde, ce n'est que des pièces du grand échiquier à déplacer pour soit gagner une partie, soit créer le statu quo dans la partie. Et c'est ainsi que se résume la visite de Mme Harris sur le continent africain. Elle est noire de peau. Comme il y a beaucoup d'Africains qui travaillent pour la France-Afrique et qui travaillent pour le département d'État en Afrique. Noirs comme nous. Ils viennent tous les jours, ils mangent même dans les tournes d'eau avec nous. Ils parlent même les langues que nous avons en commun. Parfois c'est le camfranglais pour ceux qui sont au Cameroun, le nouchi au niveau de la Côte d'Ivoire, et d'autres pays ont le pidgin et d'autres argots comme ça qu'ils ont développés. Donc ce n'est pas leur peau qui fait problème, c'est les idéaux pour lesquels ils se battent. L'enjeu géopolitique, c'est donc lequel majeur, c'est que les États-Unis considèrent que ces principaux protagonistes qu'ils nomment, la Chine et la Russie, sont en train d'avancer des pions. Vous voyez comment ils considèrent l'émancipation du Mali? Que les Maliens qui s'émancipent, c'est simplement un pion que la Russie a activé. Que les Burkinabés qui s'émancipent avec toute l'insolence et la complicité criminelle qu'on a vu avec France 24 tout à l'heure, c'est la Russie encore. C'est la Russie qui a invité ce chef terroriste à France 24. Donc si c'est la Russie qui a fait, ça veut dire que Macron est un complice de Poutine
et dit tous les jours que Poutine, c'est un criminel. Donc, Macron s'est allié de Poutine pour commettre une erreur au Burkina. Il considère que c'est comme ça que les choses se passent. Et l'enjeu immédiat, c'est quoi? Les États-Unis ciblent deux éléments. Le premier élément, c'est l'élément sécuritaire que les Africains trouvent, dont les Africains trouvent la solution avec les Russes. Ils veulent contrecarrer tout effort de sécurisation du continent à partir des Russes. Ça entraîne deux solutions possibles. La première, c'est de renforcer les embargos contre les pays, les embargos en importation contre les pays qui bénéficient de cette coopération. La deuxième, c'est d'aider les terroristes. D'ailleurs, ce que la France a fait, vous comprenez d'où ça vient. Les États-Unis qui commanditent ce genre de choses. Ils ont travaillé avec Ben Laden, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le journaliste de LCI qui a posé cette question au roi au prince Faisal. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a répété. Ils ont formé Ben Laden. Donc c'est la même chose. Et ils nous ont montré que pour combattre les Russes, ils ont souvent utilisé les terroristes comme Ben Laden. Donc ils sont en train de faire pareil pour combattre ce qu'ils considèrent comme des pions avancés de la Russie. Ils combattent avec les terroristes. Souvenez-vous, il y a quelques jours, c'est les États-Unis qui proféraient des menaces, annonçant que bientôt les soldats états-uniens allaient débarquer à Bangui. On était tous surpris. Même les autorités centrafricaines étaient bouche bée. D'ailleurs, l'avion militaire des États-Unis a fait à Yaoundé près d'une semaine avec les militaires états-uniens. Ils ont fait une semaine à Yaoundé, attendant le OK pour débarquer à Bangui. Ils ne l'ont pas reçu. Finalement, ils sont quittés, ils sont rentrés quelque part. Ils sont allés au Tchad, voilà précisément, où ils ont récupéré Bozizé. Ils ont ramené Bozizé chez Mbalo, en Guinée-Bissau. Voilà la situation. Donc, les États-Unis sont actuellement dans une perspective où il faut saper tout effort de sécurisation des pays africains. Ceux surtout qui collaborent avec la Russie. Dans le cadre de la coopération avec la Chine, la coopération avec la Russie, je vais revenir encore sur un autre élément. Vous vous souvenez, en novembre 2022, un navire qui transportait des marchandises russes est arrivé au port de Douala. Il a mis 2 semaines pour accoster. Parce que l'ambassadeur des États-Unis avait carrément mis un veto, disant que ce navire ne peut pas accoster au bord du ne peut pas accoster au port de Douala, parce que le navire en question était sous embargo, alors que non. Dans l'accord miroir qui a été signé entre les États-Unis, entre la Russie et l'ONU, l'Ukraine et l'ONU, il est précisé que certaines marchandises en matière d'éléments alimentaires, tout ce qui rentre dans l'alimentaire, ça ne peut pas être caution à l'embargo. Donc, c'était des marchandises qui n'étaient pas sous embargo. Et c'était un abus d'autorité de la part des États-Unis. Ça rentre dans leur géopolitique de la confrontation avec ceux qu'ils considèrent comme leurs protagonistes. Sur le plan économique, quand vous leur entendez parler de 100 millions, je tiens à préciser que sous Barack Obama, ils avaient annoncé qu'ils devaient donner aux pays africains 60 milliards de dollars. Je n'ai pas dit 100 milliards, 60 milliards de dollars. Ils avaient dit que ça devait aller de 2014 jusqu'à 2020. Madame Capel, ils n'ont même pas dépensé 10 milliards de dollars. Quelqu'un vous dit qu'il va vous donner 60 milliards, il est incapable de débourser 10%. Mais il vient encore avec des promesses fallacieuses au sommet justement Afrique-États-Unis. Ils nous disent qu'ils vont débourser 120 milliards. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore commencé à débourser même le moindre sou. Ils annoncent déjà 100 millions au Ghana. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Au Cameroun, on a une caste. Et en Côte d'Ivoire, ils reconnaissent cette caste-là. On les appelle les Femen. Ils ont la parole mielleuse. Ils savent dire, faire des bonnes promesses. Leurs promesses se font toujours en milliards. Ils vous font rêver. Alors que ce n'est qu'une forme d'escroquerie. En Côte d'Ivoire, ils appellent les coupeurs de caleur. C'est une escroquerie sur les promesses des États-Unis. Rien ne sera réalisé. Prenons la coopération économique qu'ils veulent contrebalancer, celle avec la Chine. Si vous prenez les projets majeurs en Afrique,
infrastructures, construction de stades, construction d'hôpitaux, construction de barrages hydroélectriques. La Chine est engagée sur 95% des grands projets en Afrique. La Chine a évalué dernièrement ses efforts de coopération avec l'Afrique. Ça s'élevait à 5 000 milliards de dollars. Vous comprenez ça, Madame Capel? 5 000 milliards. Ces efforts de coopération avec l'Afrique. Et d'ailleurs, j'ai vu ça dans les documents du département du ministère états-unien en charge des affaires commerciales. Parce qu'ils ont commis une étude là-dessus. Ils revenaient sur les chiffres. Ils regardaient quelle était l'abondance commerciale. Et ils montraient, par exemple, cette année, c'est 100 milliards de bénéfices pour la Chine l'année suivante. Ils évaluent. Et quand ils voient, la Chine a investi en Afrique. Le barrage de la Renaissance, c'est la Chine. Le barrage de Menveleux, c'est la Chine. Mais vous savez ce que les États-Unis font? Au Cameroun, d'ailleurs, il faut qu'on s'intéresse à ça. Il faut que les autorités s'y intéressent. 80% des projets que les Chinois réalisent au Cameroun sont plombés. Ça n'aboutit pas. On ne comprend pas ça. Tous les projets que les Chinois ont financés et que les projets où les Chinois étaient engagés, vous allez remarquer qu'il y a aujourd'hui un stop inexplicable. Mais il y a l'argent qui sort pour des petites choses inutiles. Je ne veux pas dire que tout est inutile, mais beaucoup de choses sont superflues. Les États-Unis sapent aujourd'hui la coopération avec les Chinois. 9 citoyens chinois ont été tués en Centrafrique parce qu'ils travaillaient dans le cadre de l'exploitation minière. Est-ce que c'est étranger avec cette fausse concurrence que les États-Unis s'imaginent? Ils sont devenus comme Don Quichotte à la recherche dans ces combats avec les moulins à vent. Ils s'imaginent dans un combat avec des sortes de chevaliers, alors que en fait, ils se battent contre des moulins à vent. C'est ça les États-Unis. Ils s'inventent des adversaires. Ils s'inventent des protagonistes sur le territoire africain. Et au lieu que de se battre avec ces adversaires-là, là où il faut se battre, ils viennent saper les efforts des Africains à réaliser leur sécurité, à réaliser leur essor économique. Ça crée donc une chose. Les États-Unis, nous considérant comme étant des simples pions, vont finir, et ont déjà fini, de nous convertir nous-mêmes en protagonistes. C'est-à-dire que nous, Africains, on ne se sent plus à l'aise dans la coopération avec les États-Unis. Quand on les regarde, on voit que de leur côté, ils ne nous analysent jamais comme des êtres rationnels, des êtres capables de choisir, d'agir d'une certaine manière, choisir de coopérer avec certains pays. Ils nous considèrent toujours comme des êtres agis de l'extérieur, des êtres qui n'ont aucune conscience. Ils sont en fait dans les logiciels qui ont effectivement prédisposé à la colonisation, même si en lisant le grand échiquier, on comprend que c'est seulement des idées de colonisation qui se développent dans leur géopolitique. Donc pour nous, Africains qui n'aimons pas l'impérialisme, nous, Africains qui rejetons l'impérialisme, les États-Unis nous ont désormais comme protagonistes. Ce que les États-Unis doivent donc comprendre désormais, c'est qu'au-delà de sa géopolitique, les Africains ont construit leur propre géopolitique, qui est basée d'abord sur le principe du multilatéralisme, principe qui converge avec la vision chinoise et russe du monde. Les Africains, les nouvelles générations, sont en train de construire l'Afrique sur le modèle de l'indépendance économique, de la souveraineté monétaire, de la souveraineté politique et la souveraineté militaire. Ça veut dire que leur principe d'expansion à travers le modèle de base militaire, de la colonisation économique, ça ne marchera pas en Afrique. En plus, ils parlent de leurs affaires d'écologie. Quand les États-Unis, leurs capitalistes avaient beaucoup d'argent, on n'a jamais entendu que les Africains leur apprenaient à être des philanthropes. On ne leur a pas appris. Donc on ne les attend pas pour venir nous apprendre, nous aussi, à gérer nos ressources naturelles. La forêt, c'est notre forêt. Quand ils étaient en train de détruire leur forêt, personne de nous n'allait se mêler de leurs affaires. Quand ils étaient en train de chercher l'or dans le Texas, d'ailleurs ils font des films de cow-boys pour nous montrer comment c'était une bataille très rude et très amusante. Personne de nous n'allait leur faire la morale. Quand ils ont refusé de signer les protocoles de Kyoto, personne des pays africains n'allait leur faire la morale. Ils ne sont pas un exemple en matière de gestion de l'environnement. Donc nous ne prendrons pas d'exemple de quelqu'un qui ne connaît pas lui-même gérer l'environnement. C'est le premier pollueur mondial avec la Chine. Nous n'allons pas suivre ces genres de pays dans la gestion de notre environnement. Nous-mêmes, nous allons gérer notre environnement. Donc tant que les États-Unis ne respectent pas le principe de souveraineté,
ne respectent pas le principe du multilatéralisme, qui sont les véritables enjeux de la géopolitique africaine, les États-Unis seront perçus en Afrique comme simplement un pays qui vient créer le chaos et le désordre, parce que c'est cela. Parce qu'il vient avec des logiques de détruire ce que les partenaires de l'Afrique nous apportent. Nous avons des partenaires, les Chinois, quand je parle des barrages, des stades. Quand les États-Unis vont vouloir saboter ça, ils vont gâter nos barrages, ils vont gâter nos stades. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'admettre. Quand ils vont vouloir s'attaquer à nos velléités de sécurité, ils vont s'attaquer à nos militaires. Ils vont aider nos terroristes. Nous ne pouvons pas accepter ça. Tant qu'ils vont se mettre dans une logique de belligérance en Afrique, tant qu'ils vont venir avec exporter leurs problèmes qu'ils ont sur leur territoire en Afrique, l'Afrique va les recevoir également comme des belligérants. Les États-Unis ne sont pas ici là en Afrique la bienvenue. Ils ne sont pas durant cette période la bienvenue. Ils représentent pour nous le summum de l'impérialisme qui nous a dominés. Et en tant que tel, puisque nous nous libérons, ils sont des adversaires géopolitiques de l'Afrique. Ils peuvent se balader dans les pays où les larbins états-uniens ont encore un peu de poids. C'est le cas du Ghana. Mais nous leur disons que bientôt même ce Ghana-là sera une terre panafricaniste. Ce sera une terre qui leur sera interdite. Ils ne pourront plus y aller. Kamala Harris, Joe Biden et Blinken sont les derniers dirigeants qui reçoivent encore ce genre d'accueil dans les territoires africains. Les prochains qui arrivent, ils vont voir comment l'Afrique sera hostile. L'Afrique n'est pas un territoire de bataille. Celui qui viendra avec de telles idées, il sera prié de rentrer chez lui. Parce que les peuples africains iront lui montrer leur mécontentement. Nous voulons une coopération multilatéraliste. Nous voulons coopérer librement avec tous les peuples de la terre. Alors, Monsieur Gamalabina, pour certains géostratèges, il s'agit tout simplement d'un signe d'aveu de faiblesse, mais également d'inertie de la part des États-Unis qui souhaitent tout simplement recoller les morceaux. Partagez-vous cet avis ou alors vous ramez en contre-courant? Non, pas du tout. Je suis totalement d'accord avec cette idée. Les États-Unis qui arrivent très très tard d'ailleurs. Il faut se rappeler que la Chine a quand même derrière elle presque une vingtaine de rencontres Chine-Afrique. C'est un pays qui est très investi depuis 1994. Les États-Unis arrivent très en retard. Ils essaient de recoller les pots cassés. Mais en vérité, ça change pas grand-chose. C'est bien ce que je viens d'entendre sur le plateau. La première chose, c'est que si les États-Unis veulent aider l'Afrique, ils commencent déjà par bien traiter les Africains qui vivent sur leur territoire. Les malheureux qui ont été d'origine, qui ont été réduits à l'esclavage, et qui aujourd'hui se font abattre comme des lapins dans les rues, quoi. Il y a déjà une première problématique qui se pose. Ensuite, Kamala Harris, on dit qu'elle est noire, c'est bien beau, mais la couleur de la peau ne veut rien dire. Un traître reste un traître. Kamala Harris n'est pas noire, elle est mariée avec un blanc, elle se prend pour autre chose que ce qu'elle est, elle joue la carte Obama, qui a bien fonctionné d'ailleurs, sauf que Kamala Harris est un produit de l'Occident. Elle est fabriquée par les écoles occidentales, elle a à cœur la réussite des États-Unis, c'est complètement différent des Africains. Ensuite, comme on a un économiste sur le plateau, c'est intéressant qu'il rappelle, et c'est bien de le dire, les chiffres. Lorsque les États-Unis proposent 100 milliards à l'Afrique, ils avaient proposé 55 milliards la dernière réunion. On fait de la surenchère à la hausse. Lorsqu'ils proposent 100 milliards à l'Afrique, c'est une insulte qui a un niveau quand même assez extraordinaire. Le PIB de l'Afrique, c'est à peu près 2800 ou 2900 milliards de dollars. C'est un PIB marginal dans tous les pays africains, pétrolifères inclus. Donc c'est de vous dire que c'était très faible. Les États-Unis arrivent avec leurs 55 milliards, puis maintenant 100 milliards. Sauf que pour aider, ou pour développer, ou co-développer, ou faire un partenariat sérieux avec l'Afrique, ils proposent un chiffre ridicule, alors qu'ils ne se sont pas gênés pour détruire l'Afghanistan, de dépenser 1000 milliards. Donc pour détruire, ils savent faire, ils savent donner, mais pour un continent entier avec 1 milliard 200 millions d'habitants bientôt, eh bien ils arrivent toujours avec une enveloppe ridicule de 100 milliards. C'est même pas un programme spatial. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, effectivement, ils arrivent en essayant de jouer la carte de la séduction. Alors, ils jouent la carte de Kamala Harris. Je la vois à l'écran, je suis désolé. Si ça c'est noir, moi je suis le pape. Hein. C'est pas une garantie. C'est pas parce qu'elle a des d'origine africaine et indienne, ça fait d'elle une noire. Il fait de quelqu'un un Africain, en l'occurrence. D'abord, c'est une histoire, un continent, une volonté de s'élever. Et surtout, la qualité, c'est pas la couleur de la peau. La qualité, c'est les actions. Obama est arrivé avec son beau discours pro-africain. À l'arrivée, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique? Rien. C'est un discours. Le discours du Caire, c'est pareil pour ceux qui ont renoué avec le monde arabe. À l'arrivée, c'est quoi? C'est des bombes et des destructions. Il a participé à la guerre en Libye aussi, je le rappelle. Donc ça, c'est les discours. Dans les faits, les actions, et ça, les actes comptent
il n'y a pas grand-chose. S'il y avait vraiment une volonté de co-développement ou de développement de l'Afrique, en l'occurrence, eh bien, ce ne serait pas un bon calcul pour les États-Unis, tout comme pour l'Europe. Parce que développer l'Afrique, ça signifie créer des usines qui soient capables de fabriquer des produits qui ne nécessiteraient plus d'importation de produits occidentaux. Or, si on fabrique des produits en Afrique, eh bien, et qu'on n'apporte plus les Occidentaux, on devient des concurrents. Déjà sur le territoire de l'importation et surtout sur l'exportation. Si l'Afrique fabrique ses propres avions, d'autres pays pourraient acheter des avions africains qui sont moins chers de fait, puisque la main-d'œuvre est moins chère. Donc tout ça, c'est des calculs à courte vue. On ne peut pas écouter cette femme qui est un produit de l'école américaine, qui est un produit de l'impérialisme américain, qui n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est faire briller les États-Unis, et qui travaillera toujours pour sa paroisse. On ne peut pas écouter toutes ces fausses promesses qu'ils ont toujours faites. Je rappelle que l'Afrique a été surendettée parce qu'il y a des idéologues états-uniens qui ont trouvé que c'était une bonne idée d'endetter l'Afrique pour qu'elle se développe. On a vu le résultat. L'Afrique a payé quasiment 6 ou 7 fois sa dette en intérêt. Je vous dire un peu l'arnaque. Donc moi, je crois pas en ces belles paroles. Je pense qu'elle va au Ghana, dans un pays qui est un ancien pays anglophone, enfin qui est un pays anglophone de fait. Elle va dans des territoires qui sont plus ou moins acquis et conquis, avec qui elle peut parler facilement. Elle n'ira pas dans les pays francophones, c'est plus compliqué. Et il y a beaucoup de pays dans lesquels elle ne mettra pas les pieds, comme le Mali évidemment aujourd'hui, le Burkina et d'autres. Donc cette question de représentation américaine en Afrique, c'est juste de la symbolique pure et dure, ça n'est pas très sérieux. Dans les faits, ils sont en train de faire une opération de rattrapage. Ils courent après la gloire, puisque aujourd'hui la gloire elle est russe et elle est chinoise. Elle est iranienne certainement, elle est certainement turque qui est très, très concurrent aussi sur ce terrain-là, mais elle n'est plus américaine. Donc les États-Unis veulent donner le sentiment que pour couper l'herbe sous les pieds des Russes et des Chinois, eh bien, ils viennent avec des promesses mirifiques de dons, soi-disant ou de dons ou de prêts, je ne sais pas ce que le proposer. Mais dans les faits, ça a été rappelé tout à l'heure, et très justement, lorsque les Chinois arrivent en Afrique, ils construisent des routes, des autoroutes, et parfois ils offrent des hôpitaux. Ils construisent des opéras. En Algérie, par exemple, ils ont offert l'opéra d'Alger. C'est un cadeau de la Chine à Algérie, parce qu'ils participent de grands travaux en Algérie. Ils offrent tout un tas d'infrastructures lourdes, comme des barrages. Rappelons quand même que le barrage de la Renaissance, effectivement, si les Chinois ne sont pas là, c'est plus difficile à faire. C'est un pays qui offre aussi des crédits illimités avec des sommes faramineuses. On n'est pas sur du 1000 milliards, mais effectivement, c'est 100 milliards, mais 50 fois plus. Donc, on est vraiment sur un pays sérieux qui investit massivement en Afrique parce qu'il ne voit pas l'Afrique comme un concurrent, mais comme un complément. La Chine a été colonisée aussi, démembrée littéralement avec les guerres de l'opium. Les Chinois ont très mauvais vécu par rapport à l'Occident, donc ils savent qu'ils n'ont pas de parole. Ça, c'est une tradition occidentale. Et donc, je ne crois pas que les Chinois soient en concurrence avec les Occidentaux, puisque les Occidentaux ne pourront jamais proposer ce que la Chine propose, de savoir un partenariat stratégique sur la longue durée. Les Chinois, ça fait 20 ans qu'ils investissent massivement. Le résultat, c'est qu'on a une croissance de 5% en moyenne sur tous les pays africains. Donc, la question se pose de savoir, est-ce que Kamala Harris ou son donneur d'ordre Biden, qui ne sont pas les faiseurs de paix d'ailleurs, arrivent avec des promesses qu'ils vont tenir? Ils ne tiendront pas leurs promesses. Ils viennent juste pour essayer de faire en sorte que la Chine et la Russie soient écartées de l'Afrique, c'est tout. C'est un rapport de marché qu'ils sont en train de mettre en place. D'un côté, les Chinois, c'est un partenariat. Du côté des Américains, l'Afrique, c'est un marché ouvert dans lequel on peut vendre n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier de ce discours. Après, si effectivement ils voulaient être un peu honnêtes, ils feraient déjà un effort sur leur propre minorité noire africaine, qui sont quand même 35 millions aux États-Unis. Il y a quand même 35 millions de noirs africains descendants directs de l'Afrique qui revendiquent cette filiation. Eh bien, ils feraient un effort sur le traitement de cette population avant de venir donner leçon à un continent qui compte 1,2 milliard d'individus, tous divers et variés. Voilà, donc à mon sens, oui, effectivement, c'est du rattrapage. Oui, ils font plein de promesses. Oui, elle fait plein de gestes de la main, je vois comme ça, avec un discours pour donner le sentiment qu'elle est convaincante, mais elle n'est pas convaincante. Si elle était vraiment noire, comme elle le prétendrait, d'abord avec les Américains blancs, ce qui en dit déjà long sur sa mentalité, et puis ensuite, son origine africaine est très, très, très éloignée. Il y a aussi 100 Indiens, et 100 Européens, il y a un peu tout chez elle, mais dans l'esprit, dans la tête, elle est totalement occidentale. Ce sont des Occidentaux, il n'y a pas de problème, et ces réflexes occidentalistes sont très marqués aux États-Unis. C'est eux qui ont créé quasiment la domination américaine sur l'Europe occidentale et sur une partie des pays africains. Et elle ne va jamais se détacher de ça. Son intérêt à elle, c'est les États-Unis. C'est de faire en sorte que la machine de guerre américaine et que la machine économique américaine soit garantie. Une Afrique qui commence à se développer, c'est un concurrent qui s'installe. Donc, ils n'ont aucun intérêt à cela. Et je crois que ce discours qu'elle est en train de tenir, rappelons-nous quand même que précédemment, lorsque son envoyé spécial est passé dans la région, il a proposé 55 milliards. Maintenant, il fait la surenchère, 100 milliards. Tout ça, c'est des joueurs de poker pour endormir leur adversaire. Dans les faits, il ne se passera rien. Je ne crois pas une seconde au propos d'une Kamala Harris. Il ne faut jamais juger une personne à la couleur de sa peau, mais à la couleur de ses actions. Kamala Harris ne doit pas être considérée comme noire, mais comme américaine, et uniquement américaine,
tout comme Obama s'est comporté comme un bounty, c'est-à-dire noir de l'extérieur, blanc à l'intérieur. Ils ont une mentalité très particulière qui consiste à dire que leur domination de leur nation qu'ils a construite dominera sur tout le reste. N'attendez rien de ces gens-là, et encore moins le rapport, soi-disant, ethnique qu'elle pourrait cultiver. Donc, effectivement, je suis très circonspect vis-à-vis de cette femme et vis-à-vis de son administration, et je leur fais pas confiance, sachant que c'est en plus c'est des battants en guerre. Bokeh, pouvons-nous parler justement d'une tournée de trop de la part de la vice-présidente américaine, surtout qu'on sait que cette tournée intervient après une précédente tournée d'Anthony Blinken, mais également après un sommet États-Unis-Afrique? Non, je ne pense pas. Je pense que mes camarades ont extrêmement bien précisé les choses. Donc je vais essayer d'éviter de répéter. Tout a très bien été dit. Moi, je pense que c'est plutôt un coup de com'. C'est un coup médiatique. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer de ça. C'est peut-être le début de quelque chose. Je dis bien peut-être le début de quelque chose. Donc, gardons un œil ouvert. Surveillons ce qu'il se passera par la suite. Je vais rappeler une chose que mes camarades ont très bien dit tout à l'heure. Il faut surtout regarder les faits. Les faits sont bien plus importants que les promesses. Effectivement, quand on voit quand la Chine passe, la Chine construit, la Chine fait et la Chine donne. Les Américains parlent, les Américains promettent et les Américains font attendre, ou se font attendre, se font désirer. Moi, je résumerai les choses comme ça. On va dire que la Chine ne parle pas beaucoup, mais agit énormément. A contrario, les Américains, c'est tout l'inverse. Les Américains parlent énormément, montrent énormément, et au final, n'agissent et ne font pas grand-chose. Et effectivement, il y a un fossé. D'un côté, les Américains qui promettent des centaines de millions d'euros, et d'un côté, effectivement, la Chine qui parle de plusieurs milliards. On est, je ne dirais même pas qu'on est sur une différence qui est, je dirais, lamentable. Comment peut-on comparer 100 millions d'euros d'aide, je vous donne un exemple, à plusieurs milliards? C'est incomparable, c'est minable, excusez-moi du terme. Et si vous regardez dans le fond, cela veut dire énormément de choses. Et non seulement les personnes qui promettent, on va dire, le plus, c'est ceux qui agissent le plus. C'est ça qui est paradoxal. Alors ceux qui promettent le moins, c'est ceux qui agissent le moins. Et mes collègues donc l'ont très bien précisé tout à l'heure, ont donné de très bons exemples. Je ne vais pas réciter pour pas de faire une répétition. Mais voilà, moi je prends ça comme un coup de com'. Effectivement, elle est beaucoup plus américaine que afro ou africaine. Ça, je suis entièrement d'accord avec Monsieur Abina. Il suffit de voir son passé à cette femme qui n'a pas montré énormément d'intérêt pour le peuple africain avant d'y être obligée politiquement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça, ce sont des choses objectives qui sont très importantes. Donc, comme on dit, ne vous fiez pas malheureusement à la couleur de peau, mais surtout faites et regardez les faits, qui elle est, ce qu'elle a fait et surtout ce qu'elle n'a pas fait. C'est surtout ça. Moi, c'est surtout ça que je retiendrai de cette dame. C'est surtout ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle aurait pu faire et ce qu'elle n'a jamais fait. Elle aurait pu aider l'Afrique bien avant. Indirectement, pas directement, parce que là, elle occupe un poste très important qu'elle n'avait pas avant, mais elle avait accès et elle travaillait exactement dans le même domaine. Donc, elle aurait pu, elle ne l'a pas fait. Et maintenant qu'elle est, entre guillemets, sous les projecteurs, avec une nomination, on va dire, importante, c'est l'amie des Africains, c'est la dame qui veut aider l'Afrique. Bon, moi, j'ai envie de vous dire qu'elle arrive en Afrique, qu'elle construive, qu'elle fasse, qu'elle donne, et après, qu'elle médiatise ce qu'elle fait. Le problème avec elle, c'est que là, elle est en train de médiatiser des promesses. Elle est en train de médiatiser
des choses qui vont peut-être ne pas du tout se réaliser, qui risqueraient de se retourner contre elles très fortement. C'est à double tranchant, donc j'espère vraiment que les promesses qui ont été dites vont être tenues, premièrement, déjà pour garder la face devant les Chinois. Ça, c'est une importance capitale pour elles, mais j'en suis même pas sûr. J'en suis même pas sûr quand vous voyez les images qui passent à côté là de mon visage. Voilà, on est encore sur un show à l'américaine, pur et dur. Vous voyez, avec les écrans, l'arrivée. On a l'impression de voir une arrivée de MMA ou d'une boxeuse sur le ring. Voilà, c'est ridicule. Je vous laisse voir la différence sur Internet avec un représentant chinois qui arrive au même endroit ou dans un pays africain. Vous allez vite voir la différence. Voilà, on est toujours sur ce show, donc toujours faire attention. J'espère que les Africains ne vont pas tomber malheureusement dans ces fausses promesses. Bien sûr, ils ont dit qu'ils garderaient donc, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, un engagement, une amitié avec les Américains. Tant mieux, ils ont raison. Pourquoi se mettre à dos les Américains? Ça serait stupide, tout le monde est d'accord. Sauf que garder les Américains et le revendiquer en tant qu'amis, alliés, bref, etc., il ne faudra pas après cacher les choses. C'est-à-dire que quand les Américains n'aideront pas, malgré les promesses qu'ils ont fait, et j'espère que le pays le dira et ne cachera pas les promesses qui n'ont pas été tenues. Et c'est de ça que j'ai peur, moi. C'est de ça que j'ai peur. Vous savez qu'il y a d'autres pays qui ont caché certaines choses qui n'ont pas été faites avec pas mal de promesses. Voilà. Donc, pour résumer, gardons un œil ouvert. Pour moi, c'est surtout une grosse médiatisation pour les États-Unis vers le peuple africain, mais surtout la communauté noire, et principalement la communauté noire américaine, pour leur montrer, regardez, on aide en Afrique, on est présent en Afrique. Voilà, c'est simplement pour montrer à la communauté africaine américaine, entre guillemets, les adoucir d'une certaine manière, et aussi pour montrer que les États-Unis est toujours bien présente en Afrique. Peut-être aussi pour faire un clin d'œil à la France. Je pense aussi, moi c'est ce que je pense aussi personnellement. La France, vous le savez, a énormément de mal à rester et à ne plus se faire bannir des pays africains. Donc ça peut être aussi un certain clin d'œil qui peut être donné à la France, que la France n'arrive pas justement à faire ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc gardons les yeux ouverts, restons prudents, mais moi ça ne m'inquiète pas plus que ça, connaissant très bien les Américains et leur façon, on va dire, de médiatiser tout cela. Afrique Média, le monde, c'est nous.